Bon, même si c'est la vitesse l'objectif numéro un, il y a quand même la victoire à 24 heures du Mans, 2005. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, on a retenu ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour moi, enfin, on est vraiment investi. En 2005, ça y est, on est parti vers la vitesse avec David. Et 2005, on est d'abord pour moi engagé en Mondial Superbike. Et en fait, cette victoire de 2005 au 24 heures du Mans, pour moi, n'a pas la même signification que la première. On fait le... Voilà, pas forcément qu'on est heureux, hein, on est content, mais on est vraiment impliqué sur le Mondial de vitesse. Hein. On est en super sport. Non, pardon, en Superbike. On fait 3 wildcards et elle marche bien. C'est plutôt ça que je retiens. En fait, on est là, 2005, on est engagé. On prépare notre engagement en vitesse mondiale. Donc, on a arrêté le championnat du monde, Le Mans, le bol, point, et 3 wildcards en Superbike pour nous mesurer. Ouais, c'est ça. Et c'est une bonne saison. Bon, effectivement, on gagne Le Mans, mais surtout, on est 3 fois dans les 10 avec David en Superbike mondial, avec des belles performances. En République tchèque, David, il est devant Aga et Troy Corser au qualif. Il y a des belles choses. Et c'est ce qui va nous emmener vers la saison 2006 en Supersport, puisque on ne peut pas trouver le budget pour aller en Superbike pour 2006. D'accord. Donc, 2006, le Supersport. On est dans le top 10 avec David. Hein. Ouais. C'est pas mal. Hein. Toujours, il y a des quatrièmes, il y a des premières lignes, il y a des quatrièmes places. Très sincèrement, David a raté 2 victoires. Il est vraiment... On peut avoir de gros regrets sur Misano et Silverstone, où là, ça lui tendait les bras. Misano, il part dernier. Il rate tout, le départ. Dernier, il remonte 4. C'était tout le temps rouge. Enfin, c'était le pilote le plus rapide en piste. Il a même à Silverstone. Il a fait une chute sous la pluie. Mais voilà, mis à part ça, il y a de belles choses. Il y a aussi... Manicourt, il est 4e, hein, il se bat contre Kevin Kurten qui joue le titre face à Sébastien Charpentier. Sébastien Charpentier qui s'est chargé de remercier David Checa, qui a été vraiment un élément important du titre de Sébastien, puisque David, en luttant face à Kevin Kurten, fait tomber. Le pousse à la faute. Allez, le départ. Un Kurten qui va sans doute tenter de gérer dans ce début de course. Charpentier qui est assez bien parti. Ouais, Sofoglou, son coéquipier également. Sofoglou en tête devant Sébastien Charpentier au premier virage. Il n'y a pas eu d'accrochage. Allez, personne n'a volé le départ. Il y a une petite cassure entre les 3 premiers. Et puis le groupe composé de David Checa et de Kurten. Kevin Kurten, le leader du championnat, le rival de Charpentier, qui est pour l'instant dans le sillage de l'Espagnol, pilote de Christophe Guyot pour cette course. Et la saison prochaine également avec Gimbert, cette fois-ci comme coéquipier. Pas ceux qui concernent la lutte pour le titre, dont Sébastien Charpentier qui est 2e avec un petit avantage pour Sofoglou qui a maintenant 7/10 d'avance sur le Français. Avec Kevin Kurten toujours en délicatesse pour doubler David Checa. Mais il y est parvenu, Kevin Kurten, qui a récupéré la 4e position. Il est totalement dans les temps pour l'instant, l'Australien. Le Lausitzring qui est le circuit le plus détesté par Sébastien Charpentier. Ici, David Checa qui fait une très belle course pour l'instant. Et David Checa... Attaque de Checa au freinage d'Adélaïde. Ça passe pas. Il est chaud, David. Et vous voyez que c'est pas si simple que ça pour Kevin Kurten, malgré tout, qui doit avoir les nerfs solides. Il a été attaqué par l'Espagnol, quelque part a un petit peu fait le jeu de Sébastien Charpentier, mais là, il a repris un petit peu ses distances. Kevin Kurten qui a quand même la pression. On se souvient également du titre de Fabien Foret en 2002. Oui, David Checa qui est lui également sur une Yamaha. Il fallait gérer, revoir le dépassement de Checa sur Kurten et immédiatement le point de corde pour l'Australien qui repasse. Là, David, dans Imola, il est vraiment rentré très fort, David Checa. Hein, et il est revenu sur Kurten, là. Vraiment une différence de vitesse de passage. Il est dans une équipe française, hein, il fait sa course, il veut tout donner, il voudra aller chercher le podium. Il était 4e sur la grille comme à Misano, sauf comme il le faisait remarquer ce matin au petit déjeuner, à Misano il n'y avait pas Charpentier, donc là c'était mieux. Et il voudrait un podium cette saison. C'est pas simple dans une course où les autres se disputent le titre mondial. Et il s'accroche. Oui, pour Kevin Kurten en 4e position, ce n'est pas simple non plus, parce qu'il a David Checa en compagnie de même que Nanelli, plus Arms et Chambon, qui ne sont pas si loin que ça de l'Australien. Ah, il y a du suspense, il y a du suspense. Que se passe-t-il?
Que se passe-t-il pour Kevin Kurtein? Kevin Kurtein est tombé. Kevin Kurtein est tombé à son tour. Incroyable. Absolument incroyable le rebondissement. Kevin Kurtein est tombé. Sébastien Charpentier a son destin en jeu. Pour la première fois de l'histoire, un pilote français peut devenir double champion du monde. Kurtein est tombé, on vous le disait, il y avait beaucoup de chutes, mais attention, parce que malheureusement Sébastien peut connaître tout à l'heure un peu de peur. On va revoir ce qui s'est passé peut-être là-bas derrière au fond. On revoit pour l'instant le groupe de tête avec Sébastien Charpentier qui mène. L'incroyable vient de se réaliser dans cette saison en rebondissement. Sébastien Charpentier est en tête avec déjà un record de victoire dans la catégorie. Et le Français va peut-être devenir champion du monde dans quelques minutes. Ah, tout peut arriver, et tout est arrivé d'ailleurs. Voilà, donc tout ça pour dire qu'on était là, c'était pas mal. Ouais, Et le niveau était plus compliqué qu'aujourd'hui, parce qu'il y avait sur le plan technique, parce que niveau de pilote, c'est toujours difficile, mais en tout cas niveau technique, il y avait l'électronique qui était libre, elle n'était pas aussi évoluée qu'aujourd'hui, mais il y avait des motec, etc. Bon, il y avait des libertés moteurs, en tout cas on pouvait en changer à chaque course, là il y en a 6 pour l'année, enfin, c'était quand même... Non, compliqué. raison pour laquelle, bon, on pensait que c'était peut-être pas mal de revenir là. Mais c'est 2 années qui sont vraiment très sympas en vitesse, 2006-2007. Donc 2006, un pilote de notoriété rejoint l'équipe du GMT, Gary McCoy. C'est quand même extraordinaire, quoi. Accueillir Gary McCoy, c'est quand même quelque chose de fort, non? Oui, et puis surtout la manière dont ça s'est passé ensuite pour ces 24 heures. Gary McCoy, quand il est arrivé, c'est vrai que c'était la star. Tout le monde l'attendait. Et nous, notre choix, il était sportif. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un choix sportif qui était contre l'avis de Jean-Claude Olivier, qui lui était un vrai sportif. Lui, le business, ça, il n'en a rien à faire. Il m'avait dit, il était passé par Alexandre Kowalski d'abord, mais pourquoi Gary McCoy? Alors j'étais surpris. Je dis à Jean-Claude, mais Jean-Claude, c'est Gary McCoy. Oui, mais c'est un pilote de vitesse, c'est pas un pilote d'endurance, etc. Et je trouvais ça fou, parce que pour moi, un pilote d'endurance, c'est d'abord un pilote de vitesse. Je ne voyais vraiment pas ce que voyait là-dedans. C'est comme si, ce qui gênait presque dans cette histoire, c'était qu'on prenne Gary McCoy parce qu'il avait un nom, parce que c'était une autorité. Ça démontre la hauteur du personnage qui était comme Jean-Claude Olivier. De mon côté, il se méprenait. C'était pas du tout ce qui m'intéressait aussi. Pour moi, c'était le vainqueur de 4 Grands Prix, 500, mort de faim, qui avait envie de venir, qui voulait les faire, conseillé par Hervé Poncharal, qui était derrière, qui m'avait dit, écoute, je le contacte, tu verras, il est super. Enfin bref, tout collait. C'était sportivement pour moi un choix extra. Bon, que contestait Jean-Claude Olivier? À mon avis, à tort, parce que, encore une fois, je pense que ce qu'il avait dans la tête, c'était le fait que peut-être qu'on prenait parce que ça faisait joli, ça faisait beau sur la feuille de départ. Malheureusement, la suite lui a donné raison. Gary McCoy est arrivé et face à David Cheika et Sébastien Gimbert, il a été en difficulté. Alors, est-ce que ce sont les pneus? Parce qu'il était quand même en difficulté. C'était quand même plus loin. Mais, alors ça, on l'a vu d'entrée, hein. D'entrée de jeu, ça ne l'a pas fait. Il n'y arrivait pas, mais alors qu'est-ce qu'il a donné? Il s'est déchiré, il a tout fait, il ne s'est jamais plaint. Pendant la course, il est tombé d'épuisement à midi. Il n'a jamais dit qu'il n'en pouvait plus. Et il se confie au kiné en disant « je veux aller au bout, j'irai au bout ». Et non seulement il tombe, sa chute elle est méchante, il vole haut, il est sonné. Et les commissaires veulent l'emmener en ambulance, il arrive à se relever et à dire « je ramène la moto », il l'a ramené, on a fait 3e de ces 24 heures. Et pour moi, c'est une super belle place. Et quand j'ai revu Jean-Claude Olivier dans son bureau 2 jours après, là il n'était pas content, ça lui est pas arrivé souvent, mais là il n'était pas content, il me dit « j'avais raison, je vous l'avais dit ». Ça le faisait pas, les chronos, les trucs, les machins. Et là, j'ai pas pu m'empêcher de lui répondre.
Il y avait Alexandre Kovaski, je rigole, parce qu'Alexandre Kovaski qui me regardait, qui disait qu'est-ce qui va se passer. Et je réponds à Jean-Claude, mais vous savez, Jean-Claude, vous aviez raison. Je ne l'ai pas entendu. Mais au moins vous dire que pour moi, ce sera dans notre histoire, certainement une des plus belles pages. Parce que de voir un pilote 500 gagner les Grands Prix 500, regarder Tcheka et Gimbert comme des héros, les admirer. Je pense qu'on a apporté beaucoup à l'endurance. Et Gary McCoy, qui encore aujourd'hui m'écrit pour nous souhaiter des résultats. On le suit aussi, d'ailleurs il a un look là, si vous allez sur sa page Facebook, vous allez voir, c'est un rock'n'roll aussi. Hein. Et ça restera un super moment qu'on ne pourra pas regretter. Et c'est pour lui que je trouve que c'est dommage, dur, qu'il n'ait pas réussi à accrocher le truc, qu'on n'ait pas pu rester avec lui pour le bol d'or. Mais pour nous, ça a été encore une fois un super moment. Parce que c'était pas la star. Il ne demandait rien. Il n'a pas dit il faut ci, il faut ça, les réglages, les bracelets, ils sont pour Tcheka, ils ne sont pas pour moi. Il n'a rien demandé. Il a fait que se donner. Il a séduit toute l'équipe. Ouais, tout à fait. Je me souviens. Bon, il y a dans le palmarès en 2007, il y a le vainqueur, la victoire au bol d'or. Parce que finalement, on parlait du bol d'or, il y a eu les 24 heures du Mans, et le bol d'or... Alors là, on ne faisait pas la fine bouche, hein, parce que là... Non, c'était génial, parce que c'est vrai que c'était la course qui nous manquait. Avec Olivier Four. Voilà, il nous manquait le bol d'or, et Dieu sait on se l'est cru gagner plusieurs fois. Les déceptions ont été cruelles par moments, et là, on atteint ce bol. C'était un grand moment et ouais, ça reste un moment fort. Même si on est engagé en vitesse, mais ouais, le bol d'or nous manquait et quand on l'a eu, on était content. Voilà, et le muret qui s'est maintenant coloré de rouge et de bleu aux couleurs du GMT 94, aux couleurs du sponsor historique de l'équipe de Christophe Guyot, qui aura vraiment montré des performances de tout premier ordre. À la régulière, c'était la machine la plus rapide, hein, il faut quand même le souligner, crédité du meilleur tour en course en 1 minute 42 secondes et 714 millièmes. Je crois que c'est David Tcheka qui l'a réalisé. Oui, c'est 1 seconde de moins que l'année dernière. Une belle récompense bien méritée pour les GMT. Voilà, ça y est, confirmation, le drapeau à damier présenté par le directeur de course, et cette fois on peut se permettre de faire un wheeling. La victoire donc de l'équipe Yamaha de Christophe Guyot, avec donc le succès de Sébastien Gimbert, d'Olivier Four et de David Tcheka, qui s'impose avec 7 tours d'avance sur la Suzuki numéro 1. Premier bol d'or pour David Tcheka, premier bol d'or pour Olivier Four. Et premier succès au bol d'or pour ces deux hommes, effectivement. C'est la 110, oui, pardon, je me suis trompé. Vous avez tout à fait raison de me faire signe. C'est la Moto Racing Competition avec Sullivan Hernandez, avec Pierre Guercillon. Alors le classement final de ce 71e bol d'or, la Yamaha numéro 94 qui s'impose avec 7 tours d'avance sur la Suzuki numéro 1, la Suzuki numéro 2 également sur le podium. Et à tous ceux qui sont venus nous rejoindre, que ce soit dans la cabine de commentaires ou au micro HF dans les stands, une belle édition et on n'a plus qu'à dire maintenant à l'année prochaine finalement. Et même aux 24 heures du Mans. Exactement. On se retrouve donc très rapidement pour à nouveau de l'endurance et puis surtout très très vite sur le circuit de Magny-Cours pour le mondial Superbike. Tout à fait, dans 3 semaines. Merci d'avoir été avec nous ce week-end et à très très vite pour de la moto à 16h, MotoGP à Estoril sur Eurosport France. Ciao ciao. Au revoir. Et puis il y a Olivier Four, termine vice-champion de France Super Sport. Enfin c'est une aide que vous avez apportée à Olivier Four. Donc là on rejoint un peu l'endurance et la vitesse. Et donc ce championnat du monde Super Sport où ça marchait fort aussi.
Alors en 2008, retour en championnat du monde Superbike avec David et puis Sébastien Jabert. Difficulté là 2008 quand même en Superbike. Pas encore autant qu'en 2009, Ouais, mais ouais, là c'est quand même plus loin. Alors il y a de temps en temps des belles choses, dont une deuxième ligne de David à Manicourt. Mais non, mais là, c'est la fin du modèle 2004, ça va être l'arrivée du modèle 2009. Donc on est à la croisée des chemins. Et la phase ascendante qu'on venait de vivre en Superbike, en Supersport, ça a commencé à s'inverser en 2008. Et pour faire court, 2009, puisqu'avec l'arrivée de la nouvelle R1, l'électronique, Ben Spies qui arrive avec cette moto, là on a été largué complètement, ça a coulé. C'était fond de grille. Le seul plaisir que j'avais au fond de la grille, c'était d'avoir Kevin Schwantz avec moi tous les dimanches, parce qu'il avait aussi son pilote Young qui était pas bien. Donc ça m'a permis de tailler de longues conversations avec lui pendant toute la saison depuis le fond de grille. Donc ça crée des relations qui sont vraiment sympas. Ce sera le seul bon souvenir qu'on gardera de ses positions sur la grille de départ. Il y avait, c'est évident qu'on s'est trompé. On est parti trop tôt en Superbike. L'idée était de se dire que les motos étaient plus proches de l'endurance. On ne voulait pas encore partir non plus du Mans et du Bol, donc c'était quand même plus logique de faire le Mans, le Bol, de faire le Superbike avec le même moto que le Mans, le Bol. Mais entre la logique et la faisabilité, parfois il y a un monde. C'était le cas. David a été très courageux parce que, et ici aussi, parce que c'était dur à l'atelier, parce que cette année 2009, c'est l'année, la seule qu'on ait vécue en course moto, depuis mes débuts, où on partait sur une course en se disant, mais c'est mort. En fait, le pas d'espoir, c'est un truc qui ne peut pas venir d'ici, jamais. Mais à un moment donné, tu le sais, c'est mort. Et là, faire toute la saison comme ça, il y en a beaucoup en Superbike, des courses, parce qu'on s'est engagé. Parce qu'on a dit au promoteur, à la Fédération internationale, on prend un engagement à l'année. Et de l'honorer. Alors que l'humiliation d'être fond de grille à toutes les courses, il fallait la vivre. Donc d'abord, bravo, chapeau, merci David, d'avoir accepté de vivre ça jusqu'au bout, parce que combien de pilotes seraient partis? Donc il l'a fait, avec, en plus, on ne lui mentait pas, il ne se mentait pas, il savait que là, c'était fait attendre 2010. C'est fini, quoi. Ouais. C'était courageux. Donc c'était une année très dure. En plus, ça a raté en endurance, comme c'est un malheur d'arriver jamais seul. Ça fait plouf-plouf les deux courses, Le Mans, le Bol. Donc 0-0, Le Mans, le Bol, et par-dessus le marché, 0-0-0-0 pointé, toute la saison Superbike. Donc, retour à l'endurance. Année noire, et puis retour à l'endurance en 2010. Alors là, on voit un nouveau pilote arriver, c'est Kenny Forêt. Et puis, différents pilotes, Grégory Lavilla pour les 24 heures et... La Villa, c'est un moment, parce que donc Kenny Forêt est super, même profil que beaucoup de pilotes, que Scarnato, etc. Mort de faim, j'ai envie de venir chez toi. Voilà, c'était chouette. C'est l'un des pilotes qui sera resté le plus longtemps chez nous, avec Scarnato, Luciana, David et David Checa. Et alors Grégory Lavilla, ça fait encore partie des grands champions d'Angleterre. Top pilote officiel en modèle Superbike. Lavilla qui nous rejoint, c'était génial. Et il a fait un travail fabuleux avec nous. Malheureusement, il a terminé sa carrière de pilote chez nous, puisqu'il a fait Le Mans. Et après, on va en Espagne. Il est tombé dans un crash collectif au départ de la course et il s'est abîmé très fort l'épaule. Et il n'a pas pu rerouler. C'est quelqu'un dont on garde un moment... c'est un gentleman, c'est une espèce de Stéphane Mertens espagnol. Hein. C'est beaucoup d'allure, extrêmement intelligent. Pour moi, un grand moment que d'avoir eu Grégory Lavilla. Et puis, donc c'est Grégory Junot qui remplace Lavilla.
après au bol. Et Kenny Forêt qui fait le championnat de France Superbike. Toujours cette ligne conductrice de la vitesse. Alors, on arrive en 2011. Là, c'est le championnat du monde complet, en 2011, d'endurance. Vainqueur des 8 heures de Doha. Ça, c'était bien, parce que ça faisait là un moment qu'on ne gagnait plus. Hein. Il y a eu les années Superbike, donc là, il y a eu il y a eu le bol d'or en 2007, puis après, c'était fini. Hein. Donc, il a fallu attendre 2011 pour regagner. Et là, c'était Libération. Un grand, grand moment. Yamaha, alors l'Éric de Seine a été royal. Qu'est-ce que c'était bien ce qu'il a fait. Il a mis en valeur la victoire aux 8 heures de Doha, mais comme si c'était les 24 heures du Mans. Et sauf que juste après les 8 heures de Doha, c'était le salon de la moto. Alors là, il a fait un déménagement. Il a appuyé sur le bouton, il a fait pouf, je veux l'Esmirmorque, les mécanos, tout le monde ont fait des ravitaillements. Là, on a gagné à Doha avec la R1. On a gagné, ça va se savoir. Eh ben, là, tout Yamaha France nous a accueillis, c'était génial. Le salon de la moto a été top. Donc on a pu faire des séances de ravitaillement tous les jours. Cette victoire à Doha, c'était la résurrection. C'était le moment où on revenait. D'accord. C'était revenu. Comme quoi, c'est long de revenir sur un championnat complet. Et donc on a... Pour moi, cette victoire à Doha, elle est forte. Hein. Tu vois, tu m'as senti sur les 24 heures du Mans 2005. Ça, c'était déjà fait, mais Doha, ça faisait un moment que là, il fallait qu'on regagne. Et c'était un bon moment, avec Mathieu Lagrive et Kenny Forêt, et David Checa, bien sûr. 2011, après, je passe 2012-2013, et j'arrive à 2014, titre de champion du monde, encore, donc nouveau titre. David Checa, Kenny Forêt, Mathieu Ginès. Et avec alors champion du monde avec des places d'honneur, toujours 4 fois deuxième. 4 fois deuxième, donc mais bon, le titre est là. Oui, puis c'est pas 4 fois deuxième à la régularité, hein, c'est sur les 2 deuxièmes places, il y en a 2 qui sont consécutives à des chutes en premier relais et des remontées de folie. En fait, c'était des remontées à chaque fois, on n'a pas arrêté de faire le yo-yo, de partir tout en bas et revenir chercher la deuxième place. Ça n'a pas été de deuxième place comme ça. Ouais. Hein, à regarder un premier différent, puisque c'est un des champions, on sait que c'était pas le même. Mais des belles deuxième places. Ouais, c'est ça. Une énergie, parce que quand même, au départ des 24 heures du Mans, on est à 7 tours du premier. Au départ du bol d'or, on est à 5 tours. On termine à 2 tours. Ouais, c'est fort. Donc, c'était une très belle saison. Pour moi, oui, il n'y a pas une victoire au bout, si ce n'est le titre mondial. Mais quelle énergie des pilotes, les mécanos, le boulot qu'ils ont fait dans les stands, c'est un truc de fou. Ouais. C'est vraiment une belle année. Alors, on arrive à 2015. Bon, en endurance, c'est vice-champion du monde d'endurance, quand même, encore. Bon, là, c'était l'arrivée de la nouvelle R1. Donc, pour moi, c'est vraiment une très belle saison. Ça s'est super bien passé. Là, c'est pareil, mais une belle place au bol d'or, deuxième. Là aussi, mais bon, ça reste de l'endurance. Hein. Faut l'accepter, c'est comme ça. On peut être fier d'être sur le podium, même quand on est tombé. Et que on est encore dans cette période, jusqu'à 2015, où on passe beaucoup de temps comme à remonter. Hein. C'est de l'énergie à chaque fois. Ouais. Il y a toujours un truc, un coup sur la tête. Que va-t-il nous arriver? Alors, on essaie d'être prêt. Les mécaniciens le sont. Mais il y a toujours un faux pas quelque part. Soit de notre fait, soit d'un fait extérieur. Il y a une espèce un truc qui ne fonctionne pas sur tout, mais on termine toutes les courses. Voilà. Et il y a des titres de vice-champion qui valent des titres de champion. Hein. Alors 2015, par contre, satisfaction en vitesse, avec le titre de champion de France Stock Sport de Kenny. Stock Sport 1000, et puis le titre de vice-champion de France Superbike de David. Ouais. Donc, c'était super. Belle, oui, puis c'était l'arrivée de la nouvelle R1, c'était un grand moment, et puis voilà, on refaisait surface encore en vitesse nationale, on s'investissait nous, et derrière David et derrière Kenny, et c'était chouette. Belle je suis content pour eux aussi, parce que c'est une mise en valeur des pilotes d'endurance.
Et bon, David s'est blessé en début de saison, hein. Donc il est parti avec beaucoup de retard, mais il termine vice-champion de France, c'était chouette. Et puis 2016, on va continuer sur ce qu'on vient de dire sur David. Là, c'est son titre de champion du monde Superbike en 2016. Champion de France. J'ai fait un lapsus. Bah oui, c'est pas grave. Champion de France Superbike 2016, David Cheika. Et puis un titre de vice-champion du monde encore d'endurance. Donc toujours cette continuité dans l'eau de l'endurance avec soit des titres de champion du monde ou de vice-champion. Bah, on va pas se plaindre. C'est sûr que avec du recul, je me dis c'est quand même fou. Toutes ces places. On est 6 fois, en 14 ans d'endurance, en fait, on est 6 fois vice-champion du monde. Bon, 3 fois champion, 2 fois troisième. Mais ça reste une fierté. Vice-champion du monde, je pense que beaucoup en rêveraient. Et puis parfois ça jouait tellement rien. Là, ça s'est joué à 1 point. Ouais, c'était très très serré. Hein. Il a manqué 1 point. Puis là, t'as l'arrivée quand même d'un pilote pareil qui est attachant et qui va très vite, c'est Nicolo Calepa. Et puis David qui fait son titre de champion de France Superbike. Il y a Nicolo Canepa, c'était une belle arrivée. Et puis après, il y a eu sur la fin de saison Luca Mayas qui nous a rejoints, qui a été remplaçant 2 ans auparavant et avec qui on a fait vraiment de belles choses. Et Luca Mayas qui a pu être champion du monde grâce aux victoires qu'on a eues ensemble. Donc pour devenir vice-champion du monde, vous avez gagné à Portimao, les 2 heures de Portimao. Et puis là, ça fait partie des courses un petit peu légendaires du GMT où il y a soit des défaites à quelques secondes ou quelques dixièmes. Et là, c'est une victoire à quelques dixièmes, voire... 81 millièmes de seconde. Donc c'est le record en endurance. This is it. We've got half a lap left of this 12 hour. right on each other's tail. They're tenths apart. David Cheika, GMT 94 Yamaha, twice a world champion. Behind him, Etienne Masson, of the reigning world champion Sir Suzuki team, into the huge final turn. Here comes the Suzuki up the inside. David Cheika brings it across to try and cut his line off. Cheika has it. Is he going to get the checkered flag or will it be another lap to go as they come across the line? Does the checkered flag go? Yes, it does. And he's got it. David Cheika wins it. 393 laps. 800ths of a second as they cross the line after 12 hours of pure full-blooded competition here in Portugal. What a devastating conclusion to the first ever 12 hours of Portimao and absolute exultation in the GMT Yamaha 94 squad in the garage. Well, what an epic that was. That was fantastic. What a race. What a race. That's got to be one of the best races I've ever seen, an endurance race anyway, that's for sure. En fait, c'est un petit peu notre histoire aussi. Vous savez, on s'est toujours battu avec une machine qui était faite à la maison. Alors heureusement, c'est une Yamaha. Mais en fait, on a à ce niveau-là, malheureusement, tous les records, parce que c'est-à-dire qu'on n'a pas été tranquille. Quand on gagne les 24 heures du Mans la première année, on bat le record de plus faible distance entre le premier et le deuxième. On le rebat en 2005. On le rebat en 2017. Puisque c'est plus que 28 secondes ou 18 secondes. Là, Portimao, c'est effectivement 81 millièmes. Mais on a une deuxième place à Spa pour un dixième de seconde. On a beaucoup de situations comme ça, le Bol d'Or 95 pour 92 millièmes. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça va finalement avec le fait qu'on a beaucoup d'arrivées. Ce qui est important, c'est que le fait qu'on ait ces records, entre guillemets, de plus faible distance entre le premier et le deuxième, sur beaucoup de circuits, c'est lié au fait que, de toute façon, ma plus grande fierté, c'est pas ça. C'est pas les 3 titres, les je sais plus combien de victoires, les 30 ou 40 podiums. C'est le fait qu'on est arrivé très souvent. Que depuis qu'on est revenu en endurance, entre 2010 et 2018, en 8 saisons, on a dû abandonner 2 fois.
Parce que d'ailleurs, le mot d'abandon, il me fait mal. C'est le seul mot que j'aimerais retirer du dictionnaire. Il ne devrait pas exister. Et la raison pour laquelle c'est sûr que notre équipe est forte, c'est qu'on n'abandonnera jamais. Et la raison pour laquelle, à chaque fois qu'on était champion du monde, le vice-champion du monde, c'était le CERT, et que la seule fois de notre histoire où le deuxième du championnat du monde, ce n'est pas le CERT, derrière, c'est le champion du monde devant nous, c'est la FCC la 1, c'est parce que le CERT, il a cette capacité, c'est le même... Si l'équipe la plus forte, ça reste le CERT, c'est parce que ils ont, sous l'impulsion de Dominique Mélian, cette énergie, cette combativité. Ça a beau être une structure d'usine, là, vraiment, c'est Mélian, quoi. C'est le CERT. Ils se mettront dans tous les sens pour terminer, même en dehors des points. Et c'est vrai qu'on fonctionne pareil. Je pense que c'est le point commun. Et c'est pas un hasard si, à la fin des courses, c'est souvent un match entre le CERT et la 94. C'est vrai, une bonne analyse. Oui, c'est vrai. Alors on va terminer, on va presque boucler la boucle. 2017, nouveau titre de champion du monde, avec des victoires au Bol d'Or, au 8 heures de Church-Leven, aux 24 heures du Mans, plus les 8 heures de Slovaquie. Donc finalement, dans ce titre mondial, c'est aussi les victoires des grandes courses qui viennent clôturer tout ça. Là, c'était vraiment bien, enfin, c'était super. Enfin, j'avais déjà, depuis un an, me trottait dans la tête l'idée d'aller vers la vitesse et de se dire que cette année 2017, c'est l'année où on égale ce qu'a fait Honda Factory dans ses plus belles années en 90, de gagner les 4 courses dans l'année, d'en gagner 4, dont le Mans-le-Bol. C'est un super moment. Un super moment pour les pilotes, pour nous, pour le team. Au moment où on sait qu'on va partir vers la vitesse, de clôturer comme ça, c'est un sentiment intensément fort. Et c'est là que Mike Dimigliori aussi, donc un nouveau pilote aussi, issu de la vitesse également, en 2017. C'est vrai que le choix de Mike s'est fait, bon, comme à chaque fois de toute façon, d'abord sur le fait que c'est lui qui pousse à la porte, hein, parce qu'on n'a jamais pris, en fait on n'a jamais été chercher un pilote. Ça a toujours été, on veut venir. Alors après, bon, tu peux pas, il y a de la place, il n'y en a pas, tu estimes que le pilote a le niveau, qu'il ne l'a pas. Mais la première des conditions, ça a toujours été qui veut rentrer. Et là, Mike, il grattait la porte, depuis un petit moment. Et quand on l'a fait rentrer, une séance d'essai à Carole, bon, ça s'est réglé en quelques tours. On a compris qu'il était ça dans le match. Il a tout compris d'entrée de jeu. C'était vraiment quelqu'un qui a été super, qui a accepté d'être... c'est aussi un peu de son tempérament, mais il s'est mis un petit peu en retrait face deux fortes personnalités que sont Nicolo Canepa et David Checa. Il a su se mettre en retrait quand il y avait besoin, se mettre en avant quand il fallait appuyer sur le bouton et dire « La Mike, maintenant c'est à toi ». Il a fait... à chaque fois que je lui ai dit « La Mike, tant pis, c'est qui te double. C'est pas grave. » Il a toujours été. Hein. Et ça lui a quasiment tout le temps réussi, sauf en Allemagne, cette année où il est tombé, face à Randy Depugné. Mais, encore une fois, quand il tombe, c'était sur la mission. On n'a pas le choix, il faut être devant. Si vous voulez être champion du monde, ça va jouer sur... Là, alors, ça ne l'a pas fait, mais vraiment aucun reproche à lui faire. Il a donné, il a été compétitif, et il n'a pas été très chanceux. Parce qu'il y a une sorte de pescar, truc de machin, il n'avait pas le bon pneu, enfin bon, bref, c'est dommage. Mais on lui a dit, si on veut ramener quelques points, il faut être devant, il est allé. Bon choix. Donc ça y est, là on termine la boucle. On boucle la boucle 2018 vice-champion du monde.
avec des places d'honneur. Et puis cette envolée vers le championnat du monde Supersport, la boucle est bouclée en 2018. 2018, déjà, c'était le moment qu'on j'attendais quand ça allait s'arrêter, tout ça. Hein. Déjà, avant le bol d'or, j'avais briefé l'équipe, on avait discuté ensemble, tout le monde était d'accord avec moi, et tiens, dire au pilote, vous savez, ça gagne trop, là. Et à un moment donné, ça va s'arrêter. Et je l'ai dit avant le bol d'or, et il y a eu une grande écoute, je pense, en disant, voilà, on a été champion du monde en ayant perdu le bol d'or, en terminant 9e, et après on a tout gagné. Donc si on fait 3e du bol d'or, c'est pas grave. Et j'étais intimement convaincu qu'on ne pourrait pas le gagner. Que ça faisait trop, là. Le Mans, l'Allemagne, la Slovaquie, le titre mondial, enfin, on n'arrêtait pas. En plus, il y avait des pôles positions, il y avait la totale. Et on gagne le bol. Je me dis, mais là, c'est fou ce qui nous arrive. Et peut-être que je ne l'ai pas dit de manière aussi forte avant les 24 heures, où on est parti encore super bien. On avait quasiment 6 tours d'avance à 9h du matin, quand on a les 2 chutes de David et Mike. Mais ils ont connu aussi un... Ouais, la chute de David Cheika. La chute de David Cheika à l'instant même. La machine de tête qui vient de chuter. David Cheika avec sa moto, vous le voyez, aux prises avec les commissaires de piste. Une moto quasiment détruite. Regardez l'état de la Yamaha 94. On disait que tout peut arriver. On l'a entendu à l'instant même dans les paroles d'Erwan Nigon. Il faut savoir rester humble face à une course de 24 heures. Et regardez dans quel état est la moto qui avait jusque-là caracolé en tête. Alors un exploit des mécaniciens, encore une fois, d'aller jusqu'au bout. Là où ils ont été, encore une fois, incroyables, c'est que quand David ramène la moto, la chute était tellement violente, la moto était complètement détruite, la boîte à air était arrachée, donc le moteur était ouvert. Et donc le mécanicien Benoît, il sait que ça ne repartira pas. Le moteur, forcément, il y a des cailloux dedans. Quand tu ramènes une moto à la poussette, il n'y a plus de carénage, il n'y a plus de réservoir, la rampe est arrachée. La fourche, bon, on ne fait pas de dessin sur le reste, mais tu dis, la moto rentre dans le box et le chef mécanicien, Benoît, il sait, il le sait. Et moi, je vois la moto rentrer, je le sais aussi. Et puis les 3-4 copains, bon, ils peuvent peut-être pas savoir parce que chacun a tellement son truc à faire, hein, celui qui a l'avant, celui qui fait l'arrière, ils n'ont pas été regarder ce qui se passait dans la boîte à air, mais... Et ce qui est incroyable, c'est qu'il a fait comme si ça pouvait repartir. Et il se trouve que par un miracle, alors on a compris après pourquoi en regardant les images, parce que c'était pas possible qu'elle reparte normalement. Enfin, la boîte à air arrachée, il y a toujours des graviers dedans. Mais il n'y a aucun gravier, pourquoi? Alors on a vu les images après, c'est qu'en fait elle a tapé le mur, elle est partie dans le chemin au bœuf, elle a glissé hyper vite dans le gravier, dans le sable, le gravier, et après elle est venue taper le mur, elle a monté, elle est passée de l'autre côté, elle a failli d'ailleurs accrocher les commissaires, heureusement qu'il n'y a pas eu de problème, et elle est retombée de l'autre côté du mur, mais debout sur ses roues. D'accord. En fait, la moto, tout le temps qu'elle était dans le sable, elle était protégée par son réservoir et voilà, tout a sauté au moment de l'impact sur le mur. Et donc c'est le mur qui a tout abîmé parce que donc il a fait éjecter le réservoir, la boîte à air, tout ça. La moto a volé, mais il n'y a pas d'impact, il n'y a rien parce qu'au moment où il y a le mur, il n'y a déjà plus de sable avant. Donc elle vole et elle retombe sur les 2 roues. En fait, elle n'est pas tombée derrière la moto. Elle est restée debout sur ses roues. David est arrivé, a couru, il a commencé, alors il a fait quitter tort de tout, enfin bref. Mais tout ça pour dire que ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait le boulot en sachant qu'à 99% ça partait pas, mais il y a toujours le 1%. Voilà. Là, on était dans cette zone. Comme quoi, encore une preuve, quoi. Ouais. Mais de la même manière que quand... je vais donner un autre exemple pour dire que des fois, ça ne marche pas toujours. Mais quand on est en tête du championnat du monde, quand on est en tête du bol d'or, que j'étais sur la moto, quand j'ai vu P1 au bol en 2000, c'était un moment incroyable, 6h du matin. Je m'arrête, je passe la moto à Scarnato, il repart, et la bielle. Il a ramené la moto à la poussette en courant. Et il sait très bien que la bielle est à travers,
qu'il y a de l'huile. Donc il court au niveau des graviers, etc. Il pousse même pas il peut pas pousser sur la piste parce qu'il y a la moto. Il sait que le moteur est mort. Il la pousse en courant. Il a ramené comme si des fois c'était pas la bielle qui voyait à travers. Et c'est là qu'on reconnaît vraiment un grand pilote d'endurance. Ce qu'est un Sébastien Scarnato. C'est ça. Et un grand mécanicien comme Benoît, comme Sébastien, Grégory, Alexandre et puis Thierry, enfin toute l'équipe qu'on a, c'est là qu'on les reconnaît. C'est jamais ton vérin te dire là c'est mort. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas la question ne se pose pas. Alors oui, c'était dur. Parce que ça, de stopper, de nous retrouver dans les fraises, aux fraises avec 6 tours d'avance, moi qui disais que notre spécialité c'était les records, là on était pour une fois le coude à la portière et bingo, ça se passe mal. Bon, c'est comme ça. Mais dans les belles histoires, il y a cette volonté affichée que parfois on oublie, que peut faire oublier les victoires, et ça fait du bien. Aussi de montrer que ça ne gagne pas toujours et que cette détermination pour aller chercher une 10e place, tout le monde l'avait. Tout le monde l'a eu. Et pour moi, c'est une belle 10e place à 24 heures.